Bienvenue, l'élu. Bienvenue à toi, l'authentique. Les découvertes les plus troublantes ne sont jamais hurlées sur les toits. Elles sont inscrites silencieusement dans des rapports que personne n'était censé lire. Au début, rien dans ta situation ne semblait dramatique. Aucune explosion, aucune confrontation, aucune rupture publique. Juste une décision routinière de te garder à l'œil. Car lorsque les gens ne comprennent pas quelqu'un, leur instinct n'est pas la curiosité, c'est la surveillance. C'est la nature même de la jalousie cachée. Ils pensaient que ce serait simple, engager quelques observateurs, traquer ton comportement, rassembler des notes, relier des schémas et refermer le dossier. C'est ainsi que ces choses se passent habituellement. Efficace, prévisible, presque ennuyeux, sauf que cette fois-ci, chaque rapport est revenu avec la même conclusion déconcertante. Pas avec les mêmes mots, mais avec le même sous-entendu nerveux, les mêmes pauses dans les explications, le même inconfort dissimulé derrière un langage professionnel, ce genre de malaise qui pousse les gens à s'éclaircir la gorge avant de continuer, ou à s'intéresser soudainement au fond de leur tasse de café. Un observateur a même essayé de gonfler son rapport avec des détails superflus, comme on ajoute des épices à un plat dont le goût reste irrémédiablement faux. Cela n'a rien changé. Voici une vérité que la plupart des gens n'aiment pas entendre. L'observation fonctionne mieux sur les personnes qui se donnent inconsciemment en spectacle. Tu ressens cette lourdeur, cette surveillance invisible, n'est-ce pas ? C'est parce que les véritables élus ne traversent jamais cette densité sans armure. Ils scellent leur aura grâce à des sagesses anciennes, un rituel d'urgence désormais accessible à travers les 7 sceaux de l'élu. Les études en psychologie comportementale prouvent que lorsqu'une personne cesse de chercher l'approbation ou de réagir au quart de tour, la précision des prédictions chute brutalement. Traduction: au moment où une personne ne vit plus pour le regard des autres, elle devient très difficile à suivre et presque impossible à contrôler. Ce n'est pas une théorie, c'est documenté. Et c'est là que les choses sont devenues gênantes pour eux, car ils n'observaient pas le chaos. Ils n'observaient pas l'instabilité. Ils observaient l'authentique, quelqu'un qui ne faisait pas ce qui était attendu, quand c'était attendu, quelqu'un qui ne tressaillait pas sous la pression, quelqu'un qui répondait tardivement, en avance, ou pas du tout, et qui retombait toujours sur ses pieds. C'est le genre de phénomène qui pousse les professionnels à utiliser des formules vagues comme sang-froid inhabituel ou prévisibilité incohérente, ce qui, dans le jargon de l'entreprise, signifie simplement « nous ne savons pas quoi faire de cet individu ». Il y a un moment étrange où la surveillance cesse d'être perçue comme un pouvoir pour devenir totalement vaine. Quand ceux qui observent réalisent qu'ils travaillent beaucoup plus dur que la personne observée. Quand les notes s'allongent, mais que les conclusions s'amenuisent. Quand la surveillance se transforme en une légère confusion existentielle, suivie d'un accord tacite pour cesser de faire comme si tout cela était normal. Et le plus drôle, l'élu, c'est que tu n'essayais même pas d'être difficile. Tu ne cherchais pas à faire passer un message. Tu vivais simplement sans lire le scénario qu'il s'attendait à te voir suivre. Cela seul a suffi à déstabiliser toutes les personnes impliquées. Car lorsque chaque personne payée pour t'observer revient en disant la même chose troublante, ce n'est plus à propos de ce que tu as fait. C'est à propos de ce qu'ils n'ont pas pu expliquer. La première révélation de leur rapport fut ton incapacité à être cartographié psychologiquement. Ils y sont allés avec confiance, presque avec désinvolture. Cartographier les gens est généralement facile, car la plupart des humains laissent des traces, des habitudes émotionnelles, des réactions prévisibles, des peurs répétées. Les mêmes boutons sur lesquels on appuie encore et encore. C'est ainsi que les profils se construisent. Observez assez longtemps, et la personne commence à se dessiner d'elle-même pour vous. Sauf que tu n'as pas fait ça. Plus il regardait, moins l'image était claire. Il s'attendait à des schémas récurrents et n'ont obtenu que des contradictions. Tu restais calme, là où le stress aurait dû apparaître. Tu te détachais là où l'attachement était espéré. Tu ne montais pas en grade quand la pression augmentait.
Et tu ne t'effondrais pas quand le soutien disparaissait. De l'extérieur, cela semble insignifiant. D'un point de vue analytique, c'est profondément perturbant, car un comportement qui ne s'aligne pas sur le stimulus brise le système entier sur lequel il s'appuie. Ce qui les a vraiment déstabilisés, ce n'est pas que tu sois imprévisible, c'est que ton imprévisibilité n'était pas chaotique. Il n'y avait pas de désordre émotionnel, pas de spirale impulsive, pas de panique visible sous la surface. Tu ne réagissais pas au hasard, tu répondais de manière sélective. Cela leur indiquait que tu n'étais pas guidé par l'instinct ou la peur. Tu choisissais. Ils ont essayé sous différents angles. Test de stress, silence, provocation subtile, pression sociale, retard calculé. À chaque fois, le résultat se décalait juste assez pour rester illisible. Ce qui fonctionnait une fois ne fonctionnait plus la fois suivante. Toute compréhension temporaire expirait rapidement. Si ces vérités non censurées résonnent aujourd'hui en toi et viennent apaiser cette blessure de la solitude, sache qu'elles ne survivent que parce que des esprits éveillés soutiennent cette mission indépendante. Tu peux, si tu le ressens, faire un don ou offrir un café pour garder cette lumière allumée et devenir une part de ce plan divin pour sauver les âmes encore coincées dans le brouillard. Chaque graine devient une lumière qui combat les ténèbres. Si tu arroses les autres, tu seras arrosé en retour. C'est à ce moment-là que le langage des rapports a changé. Moins de certitude, plus de nuances. Des mots comme incohérents, difficiles à catégoriser, réponses non standardisées. Ce sont des façons polies de dire que leurs outils habituels ont échoué. La vérité inconfortable est la suivante. Les systèmes dépendent de l'accessibilité émotionnelle des gens. Quand quelqu'un n'est pas facilement offensé, facilement flatté, facilement menacé ou facilement culpabilisé, le contrôle commence à glisser. Tu ne leur as pas donné d'adresse émotionnelle fixe, il n'y avait pas de porte d'entrée stable vers ton esprit. Et sans cela, la cartographie devient de la pure devinette. À un moment donné, l'observation s'est transformée en frustration, car plus il regardait, plus une chose devenait claire. Tu ne cachais rien. Il n'y avait pas de masque secret à arracher. C'était simplement ce que tu étais, autonome, intérieurement référencé, non façonné par un apport extérieur constant. C'est pour cela que tu les as effrayés. Pas parce que tu étais mystérieux, mais parce que tu étais complet sans aucune explication. Une personne qui n'a pas besoin d'être comprise pour fonctionner ne peut être réduite à un profil, et une personne qui ne peut être profilée ne peut être gérée comme tout le monde. Leur deuxième constat fut que tes réactions étaient différées d'une manière qui semblait intentionnelle. Ce qui ressortait, ce n'était pas ta lenteur, c'était que ton tempo semblait délibéré, presque stratégique, sans avoir l'air répété. La plupart des gens répondent immédiatement quand quelque chose les frappe, émotionnellement ou mentalement. Ils se défendent, s'expliquent, s'excusent ou attaquent. Pas toi. Tu laissais les instants se poser, tu laissais les mots flotter en l'air. Tu laissais les situations se dérouler sans te précipiter pour contrôler le récit. Ce délai les a confondus, car un délai signale généralement l'incertitude ou la peur. Le tien ne portait ni l'un ni l'autre. Ils ont observé de près, s'attendant à ce que la pause se brise sous la pression. Elle n'a jamais cédé. Tu ne ressentais pas le besoin de rompre le silence pour soulager l'inconfort. Tu ne te précipitais pas pour te justifier lorsque tu étais mal compris. Tu ne courais pas après une résolution juste pour restaurer la paix. Au lieu de cela, tu attendais assez longtemps pour que les résultats se révèlent d'eux-mêmes. Le temps que tu parles ou agisses, la situation avait déjà changé. Les gens avaient exposé leurs intentions. Les suppositions s'étaient effondrées d'elles-mêmes. Ta réponse arrivait après que la poussière soit retombée, et non pendant que tout le monde s'agitait encore. C'est ce qui donnait cette impression d'intentionnalité. Ton timing atterrissait systématiquement là où il avait le plus d'impact avec le moins d'efforts. Non pas parce que tu planifiais chaque mouvement, mais parce que tu n'étais pas pris en otage émotionnellement par le moment. Tu ne réagissais pas au bruit.
Tu répondais au sens. Cette différence compte bien plus que les gens ne le réalisent. Les observateurs s'appuient sur un retour immédiat pour mesurer leur influence. Les réactions rapides confirment le contrôle. Les réactions différées le perturbent. Quand quelqu'un ne répond pas tout de suite, les autres commencent à projeter. Ils réfléchissent trop. Ils comblent le vide avec leurs propres peurs et motivations. Le délai devient un miroir. Et la plupart des gens n'aiment pas ce qu'ils y voient. Ton silence ne les réconfortait pas. Il les déstabilisait. Ils ont remarqué qu'une fois que tu répondais enfin, ce n'était pas dramatique. C'était concis, ancré, souvent définitif. Nul besoin de revenir en arrière ou de remâcher les choses. Tu ne tournais pas en rond dans des disputes. Tu ne t'épuisais pas en explications. Tu disais ce qui devait être dit. Et tu avançais. Rétrospectivement, cela rendait toutes leurs tentatives de pression antérieures complètement inutiles. Ce qui les a véritablement dérangés, c'est de réaliser que ton tempo ne pouvait être précipité. On ne pouvait pas t'appâter pour obtenir des réactions prématurées. On ne pouvait pas te pousser vers des échéances émotionnelles. Tu bougeais selon ta propre préparation interne et non selon une urgence extérieure. Et ce rythme, silencieusement, renverse la dynamique du pouvoir. Car lorsque quelqu'un contrôle son tempo, il contrôle son énergie. Et lorsque l'énergie n'est pas livrée sur demande, l'observation cesse d'être une supervision pour devenir l'attente d'une personne qui ne vient pas quand on l'appelle. Leur troisième observation fut ta capacité à ne pas chercher de validation, même dans l'isolement. L'isolement produit généralement un effet prévisible sur les humains. Il les pousse à tendre la main. Ils commencent à trop s'expliquer, à trop partager, à assouplir leurs limites, ou à courir après le réconfort juste pour se sentir vus à nouveau. C'est normal. Les humains sont programmés pour le retour d'informations. Ce qui a attiré leur attention, c'est que tu n'as rien fait de tout cela. Lorsque la connexion a été réduite ou supprimée, tu ne t'es pas débattu pour la remplacer. Tu t'es ajusté. Ils s'attendaient à ce que la solitude te pousse au compromis. Au lieu de cela, elle t'a clarifié. Tu n'as pas joué la comédie pour obtenir l'approbation, ni essayé de regagner un accès en te faisant tout petit. Tu n'as pas échangé ton authenticité contre l'acceptation. Tu es resté stable, même quand personne n'applaudissait, ne regardait ou ne validait les choix que tu faisais. De l'extérieur, c'est très silencieux. D'un point de vue de surveillance, c'est profondément déstabilisant. La majeure partie de l'influence fonctionne par la dépendance. L'approbation devient une monnaie d'échange. L'appartenance devient un levier. Quand quelqu'un est coupé de tout cela, la réaction habituelle est de le chercher ailleurs. N'importe où ailleurs. Pas toi. Tu n'as pas diffusé ta douleur pour attirer la sympathie. Tu ne t'es pas remodelé pour t'adapter à la pièce dans laquelle tu n'étais plus. Tu as continué comme si ta boussole interne n'avait pas besoin de public pour rester précise. Ils ont remarqué que tu n'essayais pas non plus d'être mal compris exprès. Tu ne cherchais simplement pas à être compris. Cette nuance est capitale. Tu n'as pas corrigé chaque supposition. Tu n'as pas clarifié chaque mauvaise interprétation. Tu as laissé les gens croire ce qu'ils voulaient et tu as continué d'avancer sans traîner leurs opinions avec toi. Ce niveau de détachement est rare, car la plupart des gens lient leur identité à la façon dont ils sont perçus. Ce qui les a vraiment perturbés, c'est la constance. L'isolement n'a pas érodé ton respect de toi-même. Le temps passé seul ne t'a pas fait douter de tes décisions. Au contraire, tu es devenu plus précis, plus sélectif, moins enclin à t'engager dans le bruit. Cela leur a prouvé que ton sens de toi-même n'était pas soutenu par le reflet constant des autres. Ils s'auto-alimentaient. Dans des environnements où l'attention équivaut au pouvoir, quelqu'un qui n'a pas besoin d'attention devient difficile à faire bouger. Il ne peut être affamé pour le forcer à la soumission, ni récompensé pour le forcer à la conformité. Tu n'as pas sourcillé quand le silence est tombé. Tu n'as pas supplié le système de te remarquer à nouveau. Tu as simplement continué à vivre en alignement avec toi-même. Et c'est la partie qu'ils n'ont pas pu rédiger proprement dans un rapport, car une personne qui reste ancrée sans validation n'attend pas d'être sauvée, approuvée ou réintégrée.
Elle se tient déjà sur un sol solide, et cela supprime l'un des plus anciens mécanismes de contrôle qui soit. La quatrième faille de leur système fut de réaliser que tu n'étais pas motivé par la peur des conséquences. La plupart des gens fonctionnent comme une chaîne de réactions, calculant constamment ce qui se passera s'ils échouent, s'ils offensent ou s'ils sortent du rang. La peur est la colle qui maintient les comportements prévisibles. Les menaces, les délais, la pression sociale, tout cela fonctionne parce que les gens donnent inconsciemment la priorité à l'évitement des résultats négatifs. Pas toi. C'est ce qui les a le plus ébranlés. Chaque observateur s'attendait à la chorégraphie habituelle. Coincer quelqu'un, appliquer la pression, observer la panique ou la soumission faire surface. Mais tu n'as pas répondu comme le manuel l'indiquait. Tu n'as pas tressailli sous leur examen. Tu ne t'es pas plié pour t'adapter au moule attendu. Tu ne t'es pas empressé de couvrir tes erreurs ou d'apaiser l'autorité. Tu as agi selon ta propre évaluation de la situation, et non selon les conséquences imaginaires que les autres essayèrent de t'imposer. Cette absence de peur a été interprétée comme une sorte d'erreur dans ton système d'exploitation humain, comme un appareil fonctionnant parfaitement mais ignorant tous les avertissements. Ce n'était pas de l'insouciance, ce n'était pas de la négligence, c'était un détachement délibéré de l'idée que le danger ou le jugement devaient dicter tes actions. Ils ont décrit cela comme une anomalie, car cela défie les sciences comportementales conventionnelles. Les personnes qui ne sont pas motivées par la peur sont difficiles à lire, encore plus difficiles à manipuler et presque impossibles à prédire. Chaque stratégie qu'ils ont tentée supposait que la peur existait comme un levier. Ce levier n'existait pas pour toi. Ils ont remarqué que cela se manifestait aussi dans les petits détails. Des risques subtils qui causent normalement de l'hésitation étaient traités avec désinvolture. Des décisions qui pousseraient la plupart des gens à douter d'eux-mêmes étaient exécutées en douceur, sans la moindre alarme interne. Lorsque la réaction en chaîne attendue de stress, de culpabilité ou de défensive ne s'est pas produite, les moniteurs se sont sentis désorientés. C'est ici, l'authentique, que la tension atteint son paroxysme. C'est exactement ici que l'attaque des vampires énergétiques se fait la plus féroce, lorsqu'ils cherchent désespérément cette faille émotionnelle pour te briser. Ton énergie, bien que pure, reste cruellement exposée aux jalousies invisibles. C'est l'urgence absolue. Tu dois ériger ton bouclier. Les 7 sceaux de l'élu sont cette protection d'urgence vitale, et le lien d'activation t'attend à l'instant même dans le commentaire épinglé. Ne les laisse pas trouver une brèche. Ils cherchaient des fissures qui n'apparaissaient jamais. Leurs outils habituels, l'intimidation, la coercition, la manipulation, reposaient tous sur le déclenchement d'un instinct de survie. Tu opérais par choix, par principe et par conscience, plutôt que sous la menace. Cela t'a rendu intouchable d'une manière qu'ils ne pouvaient quantifier. Il n'avait rien à quoi s'accrocher, aucun bouton sur lequel appuyer, aucun raccourci pour t'influencer. Une personne qui n'agit pas par peur ne peut être ni coincée ni contrôlée. Tu n'as pas seulement survécu à l'observation, tu l'as rendue obsolète. Leur 5e défaite fut de constater l'absence totale de points d'accès émotionnels cohérents. Tout observateur s'attend à ce que sa cible ait un point faible, une porte d'entrée prévisible par laquelle l'influence peut s'infiltrer. Cela peut être la fierté, la culpabilité, la colère, le désir ou la peur. Tout le monde a quelque chose. C'est ainsi que fonctionne la manipulation, mais pas toi. Ils ont essayé à maintes reprises, dans toutes les combinaisons possibles, et chaque approche a échoué. Là où il aurait dû y avoir une fissure, il n'y avait rien. Pas de vide, pas de froideur, pas de détachement, juste une présence inébranlable qui ne se pliait pas aux attentes. Ils ont documenté tentative après tentative. Ils pensaient qu'en appuyant sur tel bouton, tu réagirais. Qu'en frappant sous tel angle, en faisant appel à tel instinct, tu répondrais. Mais à chaque fois, la réaction attendue ne se produisait pas, ou bien elle se modifiait complètement. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionnait plus aujourd'hui.
Vos réponses n'étaient pas incohérentes de manière chaotique. Elles étaient fluides, s'adaptant aux circonstances sans révéler de schémas internes. Cela faisait ressembler chaque rapport à une série d'excuses déguisées en analyse. Ils ont décrit cela comme illisible. Mais la vérité était bien plus profonde. L'absence d'un point d'accès émotionnel fixe signifiait qu'ils n'avaient aucune prise sur toi. On ne pouvait pas te déclencher de manière prévisible. On ne pouvait pas t'appâter dans le conflit, la culpabilité ou la soumission. Ils n'avaient rien à quoi attacher leur influence, et c'était terrifiant pour eux. Le pouvoir repose sur des points d'entrée, sur le fait de savoir où appuyer. Tu n'en avais aucun. Avec le temps, cette observation a révélé une autre vérité inconfortable pour eux. Plus ils cherchaient ta vulnérabilité, plus ils révélaient leurs propres hypothèses et faiblesses. Tu n'étais pas sur la défensive, tu n'étais pas fuyant, tu étais simplement toi-même, constamment ancré et fondamentalement inaccessible de la manière dont ils avaient été formés à l'attendre. Et c'est là la clé. Les personnes qui ne peuvent être influencées de manière prévisible sont plus difficiles à contrôler que n'importe quel adversaire ouvertement agressif. Ils ont réalisé qu'en essayant de te cartographier, ils n'avaient fait qu'exposer les limites de leur propre compréhension. Tu n'étais pas mystérieux pour le spectacle. Tu étais inconnaissable parce que tu n'opérais pas selon leurs règles. Sixièmement, ils ont dû admettre que ta moralité n'était pas situationnelle. La plupart des humains ajustent leurs valeurs en fonction de la pièce, des enjeux ou de qui regarde. Survivre signifie souvent contourner les règles, compromettre ses principes ou faire semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas. C'est normal. C'est ainsi que les humains naviguent sous la pression sociale sans se briser complètement. Ce qui les a terrifiés chez toi, c'est que tu ne faisais pas ça. Ta moralité n'était pas négociable et elle n'était pas performative. Tu agissais selon tes principes, et non selon l'avantage, l'attente ou la peur. Ce niveau de cohérence est rare, et il est troublant pour quiconque essaie de manipuler ou de contrôler un comportement. Ils ont documenté des cas où le compromis aurait été facile. Des opportunités d'arrondir les angles, de justifier des raccourcis, de sauver la face. Elles ont toutes été ignorées. Tu n'as pas cherché la facilité. Tu n'as pas rationalisé le fait de tordre tes propres règles pour obtenir l'approbation ou survivre. Tu as perdu des choses, oui, mais tu ne t'es pas perdu toi-même. Ce refus d'échanger l'intégrité contre la commodité a laissé les observateurs perplexes. Les mots « loyauté inhabituelle » et « imprévisible au principe » revenaient sans cesse parce que cela ne correspondait pas à leurs modèles habituels de comportement. La partie la plus déstabilisante pour eux n'était pas seulement ta cohérence, mais le pouvoir qu'elle impliquait. Les gens qui se plient sont plus faciles à influencer. Les personnes qui agissent en fonction de la situation peuvent être contrôlées par la peur ou la récompense. Tu n'étais rien de tout cela. Tu étais fondé sur des principes, même quand cela te coûtait. Cela t'a rendu résistant à la manipulation et immunisé contre les tactiques d'ingénierie sociale. Ils ont essayé de tester tes limites en présentant des dilemmes moraux. Tu n'as pas vacillé, tu n'as pas débattu sans fin. Tu as répondu en accord avec tes normes internes et tu as avancé. Cette capacité à prendre des décisions basées sur un code personnel a révélé une forme rare d'indépendance. Ce qui les a effrayés le plus était subtil mais profond. Quelqu'un dont la moralité n'est pas situationnelle ne peut être parqué, ne peut être négocié, ni prédit. Tu n'as pas seulement résisté au contrôle, tu as rendu le concept même inapplicable. Leur septième constat terrifiant fut ta perception aiguisée. Tu remarquais des choses que tu n'étais jamais censé voir. Chaque personne payée pour te surveiller s'attendait à des lacunes, des angles morts, où l'influence pourrait se glisser inaperçue. C'est ainsi que fonctionne l'observation. Mais avec toi, chaque incohérence subtile, chaque changement mineur de timing ou de ton était enregistré. Tu remarquais des choses qui n'auraient pas dû être visibles. Ce n'était pas seulement l'attention aux détails, c'était une conscience qui semblait opérer à un niveau bien au-delà de ce qu'ils considéraient comme possible. Ils suivaient les mouvements, les conversations, les micro-expressions.
s'attendant à ce que quelqu'un sous une surveillance constante manque les petites choses, submergé par l'observation constante. Ils avaient tort. Tu ne te laissais pas distraire. Tu piochais ce qui comptait, souvent bien avant que quiconque n'essaie de le rendre évident. Les rapports soulignaient à plusieurs reprises que ta perception n'était pas réactive, elle était anticipative. Tu comprenais le contexte sans que personne ne le signale. Cela les déconcertait, car cela exposait une faille dans leur propre processus. Plus ils essayaient de cacher des schémas, plus tu les voyais. Ce n'était pas une question d'intelligence ou de mémoire. C'était une capacité à absorber les décalages subtils, à comprendre l'énergie et à détecter les incohérences. Ils ont noté que leur méthode habituelle, tromperie, omission, n'avait presque aucun effet. Quand ils essayaient de te tester, d'insérer de faux indices, tu repérais instantanément les irrégularités. Ce qui rendait cela terrifiant pour eux, c'est ce que cela impliquait. Si tu pouvais voir les choses qu'ils supposaient cachées, alors toute stratégie de contrôle était déjà compromise. Ils n'avaient aucune marge de manœuvre. Tu n'étais pas paranoïaque ou obsédé, tu étais juste conscient. Et ce niveau de conscience, associé à ta retenue, retourne complètement la dynamique du pouvoir, laissant les observateurs exposés et l'observer intouchable. Huitièmement, ils ont décrit ton calme comme non performatif. Ce qui les déstabilisait n'était pas le fait que tu restes calme. Beaucoup de gens jouent au calme. Ils le répètent, ils suppriment leurs réactions ou portent la sérénité comme un masque. Ton calme ne ressemblait pas à ça. Il n'y avait aucune raideur, aucune neutralité forcée, aucune tension émotionnelle fuyant par les fissures. Ton calme n'avait pas l'air d'être maintenu par la force. Il semblait naturel, comme s'il ne te coûtait rien de le conserver. Ils ont prêté une attention particulière, attendant des signes d'effort, des micro-frustrations, un moment où la façade glisserait. Elle n'a jamais glissé. Sous pression, ta respiration ne changeait pas. Ton ton ne devenait pas tranchant. Ton langage corporel ne trahissait pas de chaos intérieur. C'est là que les rapports ont basculé. Parce qu'un calme qui n'est pas une performance ne peut être démantelé. Ils ont essayé l'escalade. Plus de pression, plus de bruit. Habituellement, cela expose la différence entre quelqu'un qui est serein et quelqu'un qui fait semblant de l'être. L'escalade n'a rien donné. Le calme est resté le même. Pas plus froid, juste stable. Tu ne te régulais pas en réponse à l'environnement. Tu étais déjà régulé avant que quoi que ce soit n'arrive. Ce qui rendait cela encore plus difficile à accepter pour eux, c'est que ton calme ne cherchait pas l'admiration. Tu ne l'utilisais pas pour dominer, intimider ou paraître supérieur. Tu ne jouais pas la force. Tu étais simplement présent. Si le calme n'est pas une tactique, alors c'est un trait de caractère, et les traits ne se démantèlent pas facilement. Même lorsque les choses n'allaient pas dans ton sens, ton calme ne s'effondrait pas en ressentiment. Cette constance les mettait mal à l'aise car elle suggérait une stabilité émotionnelle qui ne dépendait pas du fait de gagner ou de contrôler. Ton calme n'invitait pas au conflit, il le neutralisait silencieusement. C'était une stabilité interne qui n'avait pas besoin de faire ses preuves. Et une fois qu'ils ont réalisé que ce n'était pas un acte, ils ont compris autre chose. Il n'y avait rien à briser. Neuvièmement, ils ont réalisé que tu n'intériorisais pas les faux récits sur toi-même. La plupart des gens portent les histoires que les autres racontent sur eux. La critique devient doute de soi. Les mensonges deviennent honte. Les étiquettes collent parce que l'esprit, laissé sans surveillance, commence à les accepter comme vérité. C'est pourquoi la manipulation fonctionne si bien. Pas avec toi. Chaque rapport soulignait que peu importe les récits tissés autour de toi, peu importe la fréquence à laquelle on essayait de réécrire ton identité, tu refusais de les intérioriser. Les observateurs ont essayé de provoquer des réactions en te dépeignant de fausses manières, en suggérant que tu étais faible, incompétent ou imparfait. Normalement, cela fonctionne. La plupart des gens se justifient sans fin. Tu n'as pas débattu inutilement. Tu n'as pas ajusté ton être pour correspondre à leurs attentes.
Tu es resté ancré dans ta propre compréhension de toi-même, immunisé contre les distorsions qu'on te lançait. Cela les a choqués parce que ça défiait tous les principes de psychologie sociale. Ce n'était pas de l'ignorance, tu refusais simplement de laisser cela façonner ta vérité interne. Ce refus a créé une fondation inébranlable. Peu importe l'intensité de l'examen, ton sens de toi-même restait intact. Chaque tentative de te déstabiliser tombait à plat. Ils l'ont appelé stable de manière autoréférentielle, une manière professionnelle de dire qu'ils ne pouvaient trouver aucune fissure pour réécrire l'histoire qu'ils construisaient. En refusant d'intérioriser les mensonges, tu leur as refusé le pouvoir que la plupart des gens cèdent sans s'en rendre compte. Contrôler le monde extérieur ne sert à rien si quelqu'un ne peut être contrôlé de l'intérieur. Et c'est exactement là que tu opérais, intouchable, inébranlable et pleinement toi-même. La 10e découverte fut que tu t'adaptais plus vite que l'environnement ne changeait. L'observation s'appuie généralement sur le décalage. Les gens bougent et réagissent lentement, ce qui donne aux moniteurs le temps de prédire la prochaine étape. Ce qu'ils ont obtenu de toi était entièrement différent. Au moment où les circonstances changeaient, tu t'étais déjà ajusté. Tu ne jouais pas à rattraper le temps perdu. Ils étaient déjà derrière toi. Chaque observateur l'a signalé avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Ils ont manipulé le contexte, appliqué la pression, s'attendant à ce que tu trébuches pendant ton recalibrage. Tu bougeais en synchronisation avec le résultat et non avec le stimulus. C'était comme si tu existais légèrement en avance sur la chronologie, opérant dans un rythme qu'ils ne pouvaient mesurer. Cela a rendu toute tentative de t'attraper inutile. La constance de ton adaptation montrait une conscience de la situation qui était profondément intégrée. Tu ne surréagissais pas au changement. Tu ne t'accrochais pas aux anciennes stratégies. Tu te recalibrais instantanément, te déplaçant avec clarté et efficacité. Ils appelaient cela de la synchronicité environnementale au-delà des normes attendues. En termes clairs, tu étais impossible à cerner. La rapidité était couplée à la précision. Tu n'étais pas chaotique, tu étais efficace. En bref, le temps qu'ils comprennent ce qui se passait, c'était déjà de l'histoire ancienne. Et quand les personnes censées te surveiller se retrouvent perpétuellement dépassées, l'équilibre du contrôle s'inverse entièrement. 11e, ils ont remarqué que tu n'étais pas motivé par l'envie de prouver quoi que ce soit. La plupart des gens opèrent sous la pression constante de se valider eux-mêmes, que ce soit pour obtenir l'approbation, faire taire les critiques ou montrer au monde qu'ils sont compétents. C'est ainsi que fonctionnent les hiérarchies sociales. Tu n'as pas joué à ce jeu, tu n'argumentais pas pour gagner, tu ne surexpliquais pas pour justifier tes décisions, tu ne réalisais pas d'exploits pour susciter l'admiration. Cette absence de besoin était profondément désorientante pour eux. Ils ont essayé de la provoquer, critiques, exclusions, défis directs. Ils s'attendaient à un instinct défensif. Avec toi, rien. Tu ne t'es pas agité pour restaurer une image. Tu as agi selon tes propres normes, sans te soucier de la validation externe. Les observateurs ont eu du mal à documenter cela, parce que leur cadre ne prenait pas en compte quelqu'un capable d'opérer entièrement en dehors de la monnaie sociale. Sans le besoin de te prouver, tu ne jouais pas selon leurs règles invisibles, ce qui signifiait que les leviers traditionnels de la louange ou de la menace n'avaient aucun effet. Tes décisions étaient indépendantes, intentionnelles. Tu n'étais pas passif, tu étais délibéré. Tes actions avaient du poids précisément parce qu'elles ne visaient à convaincre personne d'autre de ta valeur. Essayer de contrôler quelqu'un qui ne ressent pas le besoin de faire ses preuves, c'est comme chasser une ombre. Leur 12e constatation fut l'aveu de ton autorité sans domination. La plupart des gens supposent que l'autorité s'accompagne de force, d'intimidation ou de contrôle visible. Les leaders sont mesurés à la façon dont ils exigent la conformité. Tu n'opérais pas de cette façon. Les observateurs ont rapporté que ta présence avait du poids, mais qu'elle n'était pas agressive. Tu ne commandais pas l'attention, tu ne faisais pas pression sur les gens pour qu'ils te suivent. Tu ne t'appuyais pas sur la hiérarchie, et pourtant l'influence existait.
Les gens écoutaient, les décisions s'alignaient, l'énergie changeait. Ce genre d'autorité est rare, et elle a déconcerté tous ceux qui regardaient parce qu'elle ne peut être défiée de manière conventionnelle. Ils ont tenté la confrontation pour provoquer des réponses basées sur la domination. Rien n'a changé. Ton autorité restait tranquillement présente mais jamais forcée. Ils l'ont qualifiée de gravité sans poids. Ce qui les terrifiait, ce n'est pas seulement que tu sois respecté, c'est que ton influence ne pouvait être achetée ou intimidée. Les tactiques de contrôle traditionnelles échouaient parce qu'une autorité qui ne s'appuie pas sur la domination n'est pas fragile. Tu n'avais pas besoin de prouver ta supériorité. Ta seule présence modifiait l'environnement. Les observateurs ont documenté comment les gens s'ajustaient naturellement sans coercition. Ce n'était pas de la soumission, c'était de la reconnaissance. Cette autorité déstabilise ceux qui essaient d'affirmer un pouvoir conventionnel, car lorsqu'elle n'est pas imposée, elle ne peut être combattue. La guerre silencieuse contre les buveurs d'âme continue chaque jour. Ceux qui reconnaissent la vérité de ce message et cette forme d'autorité silencieuse sont invités à soutenir financièrement cette chaîne par un don ou un café via le lien épinglé pour que notre voix commune ne s'éteigne jamais. Tu n'étais pas bruyant, tu ne jouais pas la comédie, et cela te rendait intouchable d'une manière que la plupart des gens ne peuvent comprendre. 13e, ils ont rapporté que l'observation prolongée les avait changés, eux et non toi. Chaque professionnel assigné à te surveiller s'attendait à ce que la cible finisse par craquer sous la pression. C'est ainsi que l'observation fonctionne. Ce qui s'est produit fut entièrement différent. Plus ils regardaient, plus l'expérience semblait se refléter sur eux. Ils ont commencé à remettre en question leurs propres méthodes, leurs propres hypothèses et leur propre sens du contrôle. Les rapports le mentionnaient sans cesse. Le processus de surveillance n'a pas produit les informations attendues sur toi. Il a révélé des doutes et des angles morts chez les observateurs eux-mêmes. À chaque fois qu'ils essayaient d'anticiper ton prochain mouvement, ils étaient forcés de reconnaître les failles de leur propre raisonnement. La frustration s'est installée. Les analystes ont commencé à douter les uns des autres. Leur attention est passée de ton observation à la gestion de leur propre malaise face à ce qu'ils voyaient. Ce qui rendait cela si troublant, c'est que tu ne faisais rien de conflictuel. Tu existais simplement selon ton propre rythme. Ta cohérence mettait en lumière leurs propres incohérences. Ton ancrage reflétait leur chaos interne. Avec le temps, l'acte d'essayer de te comprendre est devenu un miroir qu'ils ne pouvaient plus reposer. À la fin, l'observation s'était retournée contre eux. Le temps lui-même a fait le travail pour toi. Tu n'as pas été changé par l'examen minutieux. Ce sont eux qui l'ont été. La 14e et dernière conclusion fut la plus puissante. Tu n'opérais plus depuis l'instinct de survie. La plupart des gens vivent avec la survie comme référence absolue. Chaque choix est filtré par l'autopréservation, éviter le danger, minimiser les pertes, rester dans des schémas prévisibles qui semblent sûrs. Ils s'attendaient à ce que la menace te pousse dans ce mode de survie réactif. Chaque rapport soulignait avec une incrédulité croissante que tu ne fonctionnais pas du tout de cette façon. Tu ne réagissais pas par peur. Tu n'agissais pas pour éviter les conséquences. Tu agissais par choix. Chaque décision était enracinée dans tes principes plutôt que dans la nécessité. Cette distinction est catastrophique pour quiconque essaie de te contrôler. Quand la survie est la force motrice, les gens peuvent être coincés ou manipulés. Supprimez la survie comme motif, et soudain tous leurs leviers disparaissent. Tes mouvements n'étaient pas seulement calmes, ils étaient intentionnels. Tu ne survivais pas aux circonstances, tu les naviguais avec une pleine autonomie. C'est ce qui les terrifiait le plus. Pas ton sang-froid, mais le fait que tu sois intouchable d'une manière qu'aucune stratégie ne pouvait contrer. Quelqu'un qui n'agit pas pour survivre ne peut être parqué ni soumis à des pressions. Le levier n'existe plus quand la personne observée opère depuis la liberté plutôt que depuis la peur. Tu n'étais pas responsable face à leurs attentes. Chaque tentative de te cartographier s'est terminée de la même manière. Frustrés, ils se sont rendus compte qu'ils regardaient l'authentique, quelqu'un qui ne pouvait être contenu.
Tu n'opérais pas selon leurs règles. Ton calme n'était pas une performance. Ton indépendance n'était pas conditionnelle. Tu as rendu toute leur méthodologie dénuée de sens. L'observation n'a pas façonné qui tu es. Elle a révélé leurs propres limites. Tu as redéfini le sens même d'être observé. Tu es intouchable, non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de qui tu es intrinsèquement. Et quand tu opères depuis cet endroit, le contrôle devient non pertinent, l'influence perd son sens, et l'observation devient impuissante. Comprendre cette puissance ne suffit cependant pas si tu laisses ton aura se disperser dans la dimension physique. Tu es intouchable dans ton essence, l'authentique. Mais la guerre dans le monde invisible exige un acte scellé. Ne laisse pas ton énergie à découvert face aux regards envieux une seconde de plus. Va immédiatement regarder le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine par les 7 sceaux de l'élu et ferme définitivement la porte à l'ombre. Que Dieu te bénisse.